Bonjour, dans cette activité numéro 2, on va essayer de mettre en évidence si les modèles climatiques sont fiables ou pas. Déjà une petite introduction. Pour ceux qui ont raté l'activité 1, je vous redonne rapidement ce qu'il y avait à en retenir. En gros, pour créer un modèle climatique, ce qu'il faut, c'est partir d'observations. On mesure tout ce qu'on peut mesurer à partir de thermomètres, d'hygromètres, de satellites. On prend la température, le niveau marin, toutes les caractéristiques et paramètres climatiques et météorologiques. Ces observations et ces mesures permettent ensuite d'être insérées dans des équations mathématiques pour créer un futur modèle climatique. Ce modèle climatique, vu qu'il est extrêmement lourd en termes de paramètres, de données et de mesures, ne peut pas être fait en une seule fois pour toute la planète. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on divise toute notre planète en petits cubes, en général des petits cubes de quelques kilomètres, voire 100 kilomètres de côté. Et dans chacun de ces cubes, on calcule quel sera le futur climat, ce qu'on appelle une grille. Une fois que cette grille a été déterminée, on code le programme qui permettra de déterminer le climat. On rajoute au besoin des lignes de code, on modifie ce qui doit être modifié, et tout ça est rentré dans un supercalculateur qui va travailler pendant des semaines, voire des mois, pour sortir un modèle qu'on espère cohérent et fiable du climat. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces modèles en fait sont utilisés par de nombreuses personnes, les scientifiques mais aussi les politiques, pour mettre en place les actions politiques et sociales de demain. Et depuis milieu des années 60, on se rend compte qu'il y a un réchauffement climatique et que l'atmosphère se modifie. Dans ce contexte, des organismes internationaux voient le jour, comme le GIEC, qui est le groupement international d'études sur le climat, et ça donnera par la suite des sommets de la Terre et des COP, comme la COP 19, COP 20, dont vous avez sûrement entendu parler à la télé. Ces organismes, en fait, tentent de déterminer le climat futur parce qu'il permettra par la suite de prendre des mesures pour se protéger de certains problèmes qui pourraient subvenir. La problématique qu'on peut se poser, c'est en fin de compte, est-ce que ces modèles climatiques sont fiables? Parce que s'ils ne sont pas fiables, il ne sert à rien de les prendre en compte. Donc je vous laisse faire pause et prendre la problématique au besoin, et l'activité 2, le titre qui est confronter les modèles aux observations. Alors dans la fiche d'activité, vous avez en fait 4 graphiques à analyser pour la première question, qui vous demande de dire si les modèles sont conformes aux observations. Donc ce que vous pouvez voir dans le premier modèle, on s'intéresse ici à la température. Donc vous avez un modèle qui est fait à partir de deux hypothèses. L'hypothèse en bleu ici, il s'agit de la courbe bleue, qui donne uniquement les forçages naturels, c'est-à-dire les forçages sans aucune action humaine. Et en rose, vous avez un autre modèle qui prend en compte à la fois les forçages naturels et anthropiques, c'est-à-dire d'origine humaine. Ce qu'on peut observer, c'est que si on s'intéresse qu'aux forçages anthropiques, entre 1960 et 2000, le modèle prévoit une augmentation d'environ 1 degré, voire 1,2 degré Celsius de température. On part d'à peu près 0 et on arrive à peu près à 1,2 degrés Celsius. On peut donc se demander si ce modèle est conforme aux observations. Et ce qui tombe bien, c'est que depuis les années 1950, on a vraiment des mesures assez fiables par les thermomètres de la température en différents points du globe. Ces différentes observations et mesures sont effectuées et tracées sur ces courbes, la courbe rouge, bleue et noire. Attention, la courbe bleue ici n'est pas en lien avec la courbe bleue ici. Ce qu'on voit, c'est que entre les années 1900, comme ici, et les années 2000, on observe une augmentation de la température. La courbe augmente clairement, là c'est une évidence. Et on passe de moins 0,8 degrés Celsius en anomalie de température à plus 0,2, soit une augmentation de 1 degré Celsius, ce qui est assez proche du modèle. Ce que l'on peut donc conclure dans ce cas, c'est que le modèle des anomalies de température semble assez cohérent et assez fiable par rapport aux observations sur le terrain. Autre chose qu'on peut faire, essayer de voir cette fois-ci au niveau de la banquise. Donc vous avez ici un modèle qui vous donne de la même façon, en rose, les effets liés à l'activité humaine et en bleu, les effets uniquement naturels. Et on voit que le modèle prévoit entre 1960 et 2010 une baisse d'à peu près 1,8 million de kilomètres carrés à peu près 2,2 millions de kilomètres carrés.
soit à peu près 4 millions de kilomètres carrés de baisse, dans le pire des scénarios. Voyons si les observations corroborent ou pas ce modèle. Et donc, si on se place sur la même période de temps, donc à partir des années 1950, 1960 à peu près, on passe ici d'environ 10 millions de kilomètres carrés pour la banquise de l'Arctique à un peu plus de 6 millions de kilomètres carrés de nos jours. Donc ici, on a une baisse de 4 millions de kilomètres carrés. Donc là aussi, on pourrait se dire que le modèle est assez conforme à l'observation et donc il paraît fiable. Le problème qu'on peut se poser ensuite, c'est sur les incertitudes du modèle. On voit qu'ici la courbe est très large, ce qui veut dire qu'au pire du scénario, on part de 1,8 à 2 millions de kilomètres carrés et on diminuerait jusqu'à moins 2,2, soit 4 millions de kilomètres carrés en moins. Mais on pourrait aussi se dire qu'on part d'à peu près 0 et on perd 2,2 millions de kilomètres carrés. Donc il reste une incertitude qu'il faut lever et justement ces problèmes d'incertitude peuvent ben, totalement annuler l'effet et l'intérêt d'un modèle climatique. C'est ce qu'on va voir dans la, la deuxième question. Donc vous avez au verso de la feuille ce document. Ce document vous montre en gros des mesures de température en bleu. C'est le graphique, c'est la courbe bleue ici. De ces mesures de température, on en fait une moyenne en noir. Cette moyenne, on peut la continuer, sauf que arrivé à un moment, ben, on est en pointillé, c'est-à-dire qu'on est dans le futur. On ne sait pas exactement ce que sera cette température dans le futur. Les modèles prévoient ensuite ici trois scénarios. Par exemple, un scénario où la température augmente fortement, un scénario intermédiaire où ça continue d'augmenter au même rythme qu'actuellement, et un scénario plutôt optimiste où les températures diminueraient. Le problème, c'est que ces scénarios, ben, justement, sont soumis à des incertitudes. Si vous lisez le texte, vous verrez que la première incertitude, c'est celle liée au caractère chaotique du système climatique, c'est-à-dire en fait au hasard. Parce qu'il y a énormément d'éléments qui se créent de manière totalement au hasard dans le climat. Par exemple, la création de nuages. On peut difficilement prévoir quels seront les nuages qui vont être créés par l'évaporation de l'eau. Est-ce que ce seront de gros cumulonimbus qui bloqueront la chaleur du soleil et donc le sol sera moins réchauffé? Est-ce que ce seront des cirrus qui laisseront plus passer la chaleur du soleil? On ne sait pas. Donc ça, c'est la première incertitude. Deuxième incertitude, c'est celle liée à la conception du modèle. Vu que les modèles sont conçus par des informaticiens et des scientifiques, que rien n'est parfaitement toujours à 100% efficace en informatique ou dans les mesures, il y a donc des problèmes de conception. Mais le principal problème, la principale incertitude, réside dans le choix des sociétés pour le futur. C'est-à-dire, quels seront les choix que les populations et les gouvernements feront pour le climat. Par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, vous avez dû voir à la télé que pendant 5 ans, Donald Trump, qui était président des États-Unis, était sorti de l'accord du climat. En gros, il refusait que les États-Unis se soumettent à des diminutions des émissions de gaz à effet de serre, ce qui aurait diminué la puissance économique du pays. Mais il y a quelques mois, il a été battu par Joe Biden et ce nouveau président des États-Unis, lui, va retourner dans l'accord du climat et va avoir une politique de diminution des gaz à effet de serre. Et ça, c'est un élément que les modèles ne pouvaient pas prendre en compte. Donc vous le voyez, il y a trois incertitudes possibles sur les simulations climatiques qui toutes peuvent avoir des conséquences importantes sur la fiabilité du modèle. Ce qu'il faut retenir, c'est que la principale incertitude concerne les émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que les principaux gaz à effet de serre sont le CO2, le méthane et l'oxyde nitreux. Mais de nos jours, si vous regardez la courbe, on libère environ 40 gigatonnes actuellement de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le problème, c'est est-ce que cette courbe va continuer de croître comme ça? Est-ce qu'elle va s'infléchir un petit peu? Ou même est-ce qu'elle va diminuer? Ça, on ne le sait pas. C'est une des incertitudes du modèle liées à nos choix politiques et peut-être aussi à une future invention d'un appareil qui pourrait par exemple diminuer les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc voilà, au final, si on résume, il existe de nombreux modèles climatiques indépendants. Tous sont capables de reproduire le système climatique terrestre qui permettent la réalisation de simulations de l'évolution possible du climat dans le futur. Ce qu'il existe, c'est à peu près 4 scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste,
qui permettent aux scientifiques membres du GIEC de prévoir et mettre en évidence que le réchauffement climatique est confirmé. Et ça, on l'a vu en classe et est confirmé de nombreuses fois. Je pense que de ce côté-là, vous avez de nombreux exemples. Les observations sur le terrain et les simulations numériques permettent de conclure que l'augmentation moyenne de température depuis le milieu du XXe siècle est bien liée aux activités humaines et que l'évolution future dépendra donc de l'émission de ces gaz à effet de serre. Et je vous rappelle encore une fois que c'est là la principale incertitude des modèles. Voilà, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour prendre les bilans, les corrections et bonne révision.